Bienvenue dans Déclic et des claques, le rendez-vous des audacieux et des aventuriers de la vie. Je suis Pauline et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage où nous explorerons les récits inspirants de celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et façonner leur propre chemin. Parce qu'un déclic peut être suivi de sacrées claques, parce que des claques peuvent faire naître un véritable déclic, parce qu'on a tous envie un moment de prendre nos clics et nos claques, découvrons ensemble les parcours de nos invités, les moments décisifs, les défis surmontés, les leçons apprises, pour nous donner à notre tour l'envie d'oser. Il y a des parcours qui forcent l'admiration, celui de Caroline Fouchot en fait partie. En 2018, un accident de ski bouleverse sa vie et la laisse paraplégique. Mais loin de se laisser définir par cet événement, elle transforme cette épreuve en un véritable moteur. Entrepreneuse, engagée pour sensibiliser au handicap et à l'accessibilité, passionnée de défis sportifs, Caroline est une battante qui refuse les limites et repousse les frontières du possible. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a rebondi, trouvé de nouveaux défis et mis son énergie au service d'une cause. Je vous laisse avec cet échange inspirant, une leçon de résilience, une énergie communicative et une force de vie qui, je l'espère, vous marqueront autant que moi. Salut Caro. Hello. Ça va? Bah écoute, ouais, je suis trop contente de t'accueillir dans la Tour Montparnasse aujourd'hui. Bah ouais, trop bien. Écoute, c'est la première fois que je mets les pieds dans la Tour Montparnasse alors que ça fait 12 ans que je suis à Paris. C'est une honte, mais c'est trop bien. Bon, il fait pas hyper beau, mais la vue est quand même sympa. Le soleil dans les cœurs. Le soleil dans les cœurs. Avant de démarrer un peu sur les claques, les déclics de ta vie, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi avant 2018? Parce que c'est en 2018 qu'il y a eu un petit chamboulement dans ta vie. Léger. Tu peux nous raconter l'avant? Oui, complètement. Écoute, j'ai travaillé pendant à peu près 6-7 ans en pâtisserie. J'étais chef pâtissière pour terminer dans un hôtel à la montagne. Et grande amoureuse de voyage et d'aventure. J'étais partie juste avant du coup ce travail à la montagne. J'avais fait 4 mois en Asie avec mon copain à l'époque et vraiment on était partis en mode sac à dos et ça avait été franchement ça a été incroyable. Vraiment un voyage que je recommande de faire à tous, c'est de partir et de quitter un peu son petit confort. Moi j'habitais à Paris et vraiment d'aller explorer le monde. Donc ça, c'était avant 2018. Ouais. En 2018, petit séjour à la montagne. Qui a été fatal. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait une saison donc en tant que chef pâtissière dans un hôtel-resto, comme je disais. Et à la fin de la saison, je suis en couple avec quelqu'un et on se pose un peu la question, est-ce que je reste pas? Finalement, je décide de rester et on va faire la dernière rando de la saison. Donc on est en mai, donc cette année il a beaucoup neigé et on décide de partir comme ça, grand soleil, etc. Donc les conditions étaient assez réunies. Et peut-être 20 minutes avant la fin de la rando, et ben en fait, je sais pas exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, je chute assez lourdement, donc rando à ski. Et en fait, je me casse la colonne vertébrale. Donc, paraplégie complète directe, avec, je te passe les détails, mais bon, dans un état qui était pas très très sympa. Et j'ai directement su, en fait, que là, il y avait une page, même un chapitre, plutôt, qui venait de s'ouvrir, une page qui venait de se tourner. C'est bien, tu parles d'un chapitre qui s'ouvre, ouais. Un chapitre qui se ferme. Donc t'as directement vu la lumière au bout du tunnel, quoi. Ouais, en vrai, je pense que je t'en parle comme ça, un peu à contre-coup, et avec un peu de recul, parce que je suis pas sûre que de l'avoir vécu vraiment comme ça sur le coup. Mais en tout cas, tu comprends tout de suite que, en fait, il y a plein de choses qui pourront plus se dérouler de la même manière. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été hyper bien entourée, accompagnée, etc. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça m'a vraiment aidée à me relever, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Non, mais monter la pente. Ouais, t'as très vite accepté. Ouais. Tu t'es dit, de toute façon, c'est comme ça et c'est mais en fait, il faut que j'avance. voilà, c'est un peu l'idée, c'est de se dire, en fait,
là, ce qui se passe, il y a deux manières de prendre les choses. Soit tu décides, en fait, que ta vie en fauteuil, ça va être de la merde parce que, de toute façon, il y a rien qui est adapté et que tu connais pas cet environnement. Soit tu décides de dire, en fait, je vais essayer c'est un peu cliché, mais de dire, en fait, je vais essayer de transformer ce qui m'arrive un peu en force. Et au final, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de choses et j'ai beaucoup plus d'opportunités que ce que j'avais avant. Après, le travail n'est pas le même non plus. Ouais. Avant, en travaillant en pâtisserie, clairement, j'avais vraiment très peu de temps pour moi et je travaillais vraiment beaucoup. Et le seul sport que je pouvais faire, c'était du running et encore, j'allais courir un peu tard le soir ou quoi, parce que c'était mes seuls moments où je pouvais faire du sport et j'avais pas de club attitré, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on en parlera sûrement plus tard, mais on va pas spoiler. Du coup, ça a créé un chamboulement aussi dans un premier temps dans ta vie professionnelle. La question du travail est arrivée. Comment t'as pu rebondir ? Est-ce que t'es restée dans la pâtisserie ou pas ? Alors, spoiler alert, non. Je ne suis pas restée en pâtisserie. Parce que ça a été... en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très difficile de pouvoir combiner un métier où, normalement, t'es tout le temps debout, tu bouges tout le temps. En fait, il y a aussi des normes d'hygiène, mine de rien, qu'il faut réussir à prendre en compte. Quand t'es en fauteuil, en plus, moi, je suis touchée assez haut, du coup, j'ai pas vraiment d'abdos. Pour porter des charges lourdes, c'est quand même très compliqué. Pour un métier où tu bouges vraiment tout le temps, en fauteuil, laisse tomber, c'est quand même un peu compliqué aussi. Et résultat des courses, j'ai dit non, tant pis, on fait une croix là-dessus. J'aurais pu aller adapter des restos, etc. Mais en fait, on me dit, si tu fais adapter la cuisine d'un restaurant, ça veut dire que derrière, t'as un fil à la patte, parce que le gars, il t'aurait dit, écoute, j'ai dépensé, je sais pas combien, 50 000 euros pour adapter ma cuisine, écoute, c'est pas pour que tu t'en ailles 6 mois plus tard. Donc, j'avais pas envie de ça, et puis en fait... Voilà, je me suis fait un peu une croix là-dessus. Je continue d'en faire un peu. Mais chez moi, c'est pas une cuisine professionnelle, donc c'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'aime toujours le faire et c'est vrai que j'aime bien le faire quand j'ai du bon matos. Donc chez moi, je fais pas tout le temps. Aujourd'hui, t'es devenu entrepreneur, engagé dans plein de sujets autour du handicap. Tu te lances dans des défis sportifs, on va parler de tout ça. Ouais. Et du coup, parle-nous de la partie professionnelle, entrepreneuriat, etc. Et du coup, quand j'ai été hospitalisée, donc j'ai fait après 10 jours en réanimation à l'hôpital de Grenoble. Et ensuite, je suis remontée dans un hôpital, le centre de rééducation à Garches. Et là, donc j'y suis restée à peu près 8 mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai la chance d'avoir une grande famille qui a des idées parfois un peu farfelues. Et j'ai du coup des sœurs et cousines qui sont un jour venues me voir à l'hôpital avec une boîte à chaussures dessus avec marqué Ostobox. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, à l'intérieur, il y avait des produits alimentaires, des jeux, des défis, un Polaroid, il y avait même un livre coupé en deux où en fait, il fallait réaliser un défi pour avoir le dé de la boîte du mois suivant. Et du coup, pour avoir la fin de l'histoire de ce bouquin, il fallait réaliser des défis, etc. Donc, elles ont été hyper créatives et c'était vraiment super cool. Et force de cette expérience que j'ai adoré parce que ça me permettait aussi, tu vois, de sortir un peu du quotidien super relou de l'hôpital, d'avoir un petit rayon de soleil. Ouais, c'est ça, et puis d'avoir un petit morceau d'aile aussi avec moi pendant ces moments-là, etc., d'avoir un peu des trucs ou de quoi m'occuper autre que juste le téléphone et la télé, etc. Et du coup, je suis pas sortie tout de suite de l'hôpital. Pour te donner un ordre d'idée, mon accident c'était en mai 2018 et ensuite je suis rentrée dans mon appart en septembre 2020. Et donc j'ai fait des centres de rééducation, des trucs comme ça entre-temps, parce que c'est très difficile de trouver un appart accessible. Et puis je te dis que, comme tout le monde, j'ai vécu un Covid aussi très sympa, donc tout était bloqué, etc. Pour trouver un appart, ça a été assez difficile. Ouais. Et en fait, entre-temps, donc forcément, je me pose un peu des questions, quoi faire, etc. Mais à la fois, c'est difficile de réussir à se projeter quand t'es pas chez toi. Il y a tout un truc de, qu'est-ce que je fais ? Puis surtout, j'avais un peu d'autres priorités sur le moment. En fait, déjà de moi retrouver une vie une vie sociale assez stable et de réadapter les gestes du quotidien. En fait, des gestes tout bêtes, de prendre sa douche, de s'habiller, de faire à manger, d'aller aux toilettes. Vraiment des trucs hyper basiques.
Et souvent, je dis que c'est un peu une renaissance parce qu'en fait, tu réapprends vraiment, littéralement tout, quoi. À part la parole, vraiment, il y a tout que tu dois réapprendre à faire. Et puis, du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais un peu dans une période un peu d'adaptation, de réadaptation. Et donc, à partir du moment où je reviens dans cet appartement-là, je me suis posé la question de quoi faire. Je me suis dit que être entrepreneur, ça devait être super cool parce que tu fais un peu toi ta propre vie en fonction de tes contraintes, et je trouvais que c'était un peu la meilleure chose à faire, en tout cas quand on a des contraintes telles que les miennes. Ouais, j'ai suivi différents parcours entrepreneuriaux pour monter du coup une boîte qui s'appelle Hostobox. Donc Hostobox, c'est toujours des boîtes cadeaux pour les personnes qui sont hospitalisées. Vraiment le même concept, avec des produits alimentaires, des jeux, des défis, plein de choses qui peuvent égayer le quotidien de la personne. Des produits qui sont exclusivement fabriqués en France et qui peuvent être livrés directement à l'hôpital. T'as quoi par exemple comme type de produit? C'est des produits par exemple, d'hygiène, de beauté, ça peut être, Donc par exemple, tu vois, j'ai une boîte qui est dédiée pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Et du coup, à l'intérieur, donc c'est une boîte qui a été créée avec avec des copines qui, elles, ont eu un cancer. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas mieux qu'elles pour savoir ce dont elles avaient besoin quand elles étaient à l'hôpital. Par exemple, à l'intérieur, tu vas retrouver un petit livret d'accompagnement avec des idées de films à regarder, de podcasts à écouter, de musique à écouter, d'associations, d'entreprises à contacter. Pareil, toujours des petits jeux et des petits défis. Tu vas avoir des produits qui sont vraiment dédiés pour le cancer, un vernis transparent pour renforcer les ongles, une crème, tu vas avoir un petit thé pour un moment un peu cocooning. Il y a pas mal de choses. Petite boîte bien-être à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait accompagner, du coup tu parlais de parcours que tu avais suivi. Ouais, carrément. Tous les parcours que j'ai suivis, franchement, j'ai trouvé que c'était super cool. Donc j'ai d'abord commencé avec un parcours qui s'appelle Ticket for Change. Franchement, trop bien. Nous, on tombait à peu près on tombait au moment du Covid. Et du coup, normalement, c'est un parcours qu'on fait. On part en car, on va visiter un peu la France avec les différentes initiatives, les bonnes initiatives à travers la France, etc. Et du coup, obligé de s'adapter pour le mettre, pour transposer. Donc en visio, en vrai, c'était super cool, mais du coup, on n'a pas vécu cette belle expérience du bus à travers la France. Ensuite, j'ai été aux Audacieuses à la Ruche à Paris. Là, pareil, ça a été franchement super cool. C'était un peu plus approfondi et en fait, moi, je ne voulais pas faire des parcours dédiés, aller dans des incubateurs dédiés au handicap, etc. Je dis non, en fait, moi, je suis pas handicapée, donc je suis en fauteuil, mais je suis pas handicapée. Donc en fait, je me suis dit, il y a pas de raison que je suive des trucs des parcours qui leur sont dédiés, quoi. Et puis après, force est de constater que je me suis dit, ça peut peut-être quand même m'apporter des trucs, je sais pas, des conseils, des skills que je n'aurais pas forcément eu dans ces autres parcours. Et du coup, j'ai été avec H-Up Entrepreneur et avec l'inclusion. Du coup, qui sont tous les deux qui accompagnent des entrepreneurs en situation de handicap, justement, à pouvoir développer leur boîte et c'était super, des parcours super cool, super enrichissants, rencontrer des tonnes de personnes, c'était passionnant. T'as vécu des obstacles dans tout ce parcours-là de lancement d'entreprise ou pas? C'est comme tous les entrepreneurs. Est-ce que ces obstacles-là, tu les as vécus quand tu étais sur des parcours, on va dire, classiques, pas spécialisés pour les personnes en situation de handicap, ou tu les as aussi vécus tout au long de ta un peu tout au long. Ça a été un peu décorrélé, en fait. Et je pense que le plus gros obstacle, c'est de monter sa boîte seule. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, du coup, pour essayer de recruter, ou je sais pas comment comment je vais m'en sortir, mais en tout cas, de pas rester seule, parce que vraiment, ça, c'est hyper difficile. Tu vois, avant, j'avais un peu ce truc de rôle modèle, de, par exemple, Chanty Bayrel, qui, elle, a fondé Chanty Biscuit. Et j'étais en mode, non, mais elle réalise des millions de chiffres d'affaires et elle est seule, elle était en tout cas
au tout début, seule à la tête de sa boîte, et ben en fait, si elle a réussi, il y a pas de raison que je réussisse pas, quoi. Sauf qu'en fait, force est de constater que c'est quand même très difficile. Il faut avoir des compétences dans tous les domaines. Et alors, même si effectivement, je me fais accompagner sur la partie bancaire, je me fais accompagner sur la partie expert comptable, j'ai des copines qui m'ont aidé, tu vois, sur la partie communication. Du coup, j'ai été quand même pas mal accompagnée aussi, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même super cool de pouvoir avoir quelqu'un avec qui challenger tes idées, avec qui même si c'est ta boîte et que j'aime beaucoup ce que je fais, et ben c'est vrai qu'il y a des moments où t'es en mode purée, mais ça me saoule, pourquoi est-ce que j'en sais rien, mais des trucs tout bêtes, tel fournisseur il répond pas, ou bien là tu vois, par exemple quand je dois recevoir des produits et du coup je reçois chez moi, et ben en fait c'est des camions qui arrivent avec par exemple une palette, et ben en fait niveau logistique, c'est quand même un peu compliqué. Du coup, je me dis que Ada, ça serait quand même super cool. Tu lances un appel à candidature, là? On peut lancer un appel. Stagiaire, je sais pas. Ouais, associé, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, au moins avec quelqu'un, avec qui partager l'aventure, quoi. Okay. Mais surtout en parallèle d'Hostobox, du coup. Déjà, je fais aussi des missions de conseil, du coup, autour du handicap. Donc ça, c'est hyper chouette aussi. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, le conseil, ça te rémunère, Hostobox, c'est un peu ta passion, ton activité de cœur. Et je dis, bah oui, effectivement, parce que clairement, c'est pas le même salaire à la fin. T'as pu faire quoi comme mission de conseil, du coup? J'ai travaillé avec Île-de-France Mobilité, justement, où je les ai un peu conseillés sur les nouveaux matériels qui vont bientôt sortir de terre. Donc ça va être cool, normalement. Pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité personnelle, exactement. Ouais. Parce que, en fait, moi je dis, mais moi je suis compétente que là-dedans. Je connais pas les autres handicaps. Pas légitime à parler pour les malvoyants, pour les... Non, complètement, il faut rendre à César ce qui est à César, et du coup, pour moi, c'est, mon expertise, elle est en fauteuil, et c'est très bien comme ça, déjà. Et donc ça va porter ses fruits bientôt. Et oui, ça va bientôt porter ses fruits. Ça va été... si, en vrai, parce que je crois que ça va bientôt être inauguré. Mais j'ai travaillé sur les premiers téléphériques d'Île-de-France, qui seront du côté de Créteil, Bonneuil, tout ça. Ah oui. Ouais. Donc c'était assez challengeant, c'était assez cool. Et là, en ce moment, je travaille avec la Fédération Française de Rugby, où justement, je les aide à améliorer l'expérience utilisateur pour les personnes en situation de handicap. Autant que ça soit sur la billetterie que vraiment l'expérience... avant même qu'ils aient l'idée de prendre un billet, tu vois, de communiquer sur le fait que on a des prix qui sont quand même très avantageux pour aller voir un match, comment faire pour prendre ton billet, vraiment toute l'expérience client autour de ça. Comment tu t'es entré en contact avec ces sociétés, ces fédérations, ça s'est fait complètement par hasard. Le réseau. Ça s'est fait un peu par hasard. C'est toi qui y vas ou les gens viennent te chercher? Un peu des deux, fait. En fait, non, mais je dis ça, c'est un peu fait par hasard parce que, par exemple, pour Île-de-France Mobilité, j'ai répondu à un de leurs appels où justement ils avaient missionné une société pour récupérer les avis de différentes personnes en situation de handicap, et ils nous avaient mis un peu en situation en disant qu'est-ce que vous pensez de telle et telle chose. Donc on avait répondu à plein de questions, et 3 mois plus tard, il y avait le rendu de ce truc-là. Et donc j'y étais allée, et moi je pensais qu'on allait être 10 dans une salle, tu vois. En fait, on était genre 30 avec toutes les personnes assez importantes et influentes de chez Île-de-France Mobilité. Et moi, je n'ai pas forcément capté, tu vois, qui était en face, etc. Je me suis dit, en fait, s'il y a bien un moment où je peux avoir la parole et prendre la parole sur tous les sujets d'accessibilité, etc., je dois rien à personne, je suis ici de manière complètement bénévole, etc. Et ben c'est le moment. Et en fait, ils ont bien aimé ma manière de voir les choses, parce que, en tout cas, ce qu'une des personnes m'a dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as ce regard de personnes valides et de personnes en situation de handicap aussi. Et du coup, il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, tu peux, on peut se revoir, se faire un déj et voir comment est-ce que tu peux nous aider, nous accompagner là-dedans. Donc ça, je travaillais un petit moment avec eux, c'était très sympa. Et avec la Fédération Française de Rugby, ça s'est fait vraiment complètement par hasard. Il s'avère que je voulais prendre des places pour aller voir un des matchs du tournoi Destination.
Ça a été une galère sans nom de prendre les places. Du coup, j'ai contacté sur LinkedIn une des personnes qui y travaille. Et en fait, elle m'a dit, bah oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, etc. Et je dis, bah si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Et ça s'est fait vraiment comme ça, complètement par hasard, quoi. C'est trop chouette. Mais en fait, c'est hyper cool parce qu'ils sont aussi dans une démarche déjà de se dire, ok, déjà on accepte le fait que c'est la galère et on le sait. Et on a besoin d'aide, et surtout qu'ils sont aussi hyper ouverts et ils tentent de plus en plus vraiment à être hyper inclusifs. Et donc ils savent que la partie personnes à mobilité réduite, ils ont envie d'investir dessus, quoi. Trop chouette, donc il y a plein d'opportunités qui peuvent se créer comme ça, par hasard. Complètement. Il y a un autre sujet qui s'est lancé récemment, Ensemble & Co. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est un peu fait par hasard aussi. La vie est faite de hasard et de rencontres. Et il y a peut-être 2 ans, je rencontre du coup une femme, Tiffany Mazar, femme extraordinaire, mais qui habite à Rennes. Moi, j'habite en région parisienne. Enfin, vraiment, il y avait peu de chance, on va dire, qu'on se rencontre. Et puis un jour, lors de la diffusion du film d'un copain, on se rencontre, et là, on n'échange pas particulièrement, mais on sent qu'on a quand même des projets communs, enfin des envies communes, etc. Puis bon, au final, le temps passe, et puis un jour, on s'appelle. C'était peu de temps après un salon qui s'appelle Inclusive Day, qui est un salon dédié à l'emploi et toutes les initiatives autour du handicap. Et puis moi je dis écoute, ce salon il est génial, on rencontre toutes les personnes qu'on croise sur LinkedIn d'habitude, et toutes les porte-paroles autour du handicap, etc. On se rencontre là, on se rencontre en vrai, c'est trop bien. Mais du coup, on n'a pas le temps de faire de business à côté, mais à la fois, on s'entend super bien. Je dis à Tiffany, est-ce qu'on ferait pas un apéro, justement, avec toutes ces personnes, etc., pour justement réunir un peu tout ce petit monde, parce qu'on a les mêmes envies communes. Et puis, et ni une ni deux, l'une comme l'autre, on aime le passage à l'action, et du coup, on convie à peu près une 30aine de personnes qui sont en situation de handicap ou pas, mais en tout cas qui gravitent autour du handicap et qui ont envie de faire bouger les choses. Et puis en fait, on se retrouve à cet apéro, on est une 20aine, donc on dit on était trop contentes de voir ça. Donc c'était au mois de septembre-octobre l'année dernière. Et puis en fait, quand tu mets une 20aine d'entrepreneurs ou pas en situation de handicap ou pas dans une salle, mais en tout cas qu'on a la même envie de faire bouger les choses, forcément. Et en plus, autour d'un apéro. Alors laisse tomber, les idées vont bon train. Et du coup, on est ressorti de là avec plein d'idées de comment faire un peu. Moi j'aime bien dire faire bouger et faire changer surtout le monde et le regard. Et en fait, assez rapidement, l'idée d'une vidéo qui est sortie, et puis en fait on s'est beaucoup posé la question de quoi faire, comment le faire, etc. Donc ça a été des longs échanges de mails, même pas de mails, de WhatsApp, donc mon téléphone qui sonnait à peu près toutes les 10 secondes, et du coup en fait on a créé une communauté d'à peu près une 100aine de personnes. Donc le projet nous a un petit peu dépassé. Et en fait, pour réaliser du coup ce court-métrage, on a dû créer donc un statut associatif. Et donc maintenant, Ensemble & Co, c'est une association qui réunit donc une 100aine de personnes qui ont envie de faire bouger les lignes autour du handicap. Et donc là, on a ce court-métrage qui est sorti, donc qu'on a présenté en avant-première à Inclusive Day du coup cette année. Comme ça, la boucle était un peu bouclée, c'était assez chouette. Et ensuite, on l'a diffusé sur toutes les plateformes dignes de ce nom, LinkedIn, Instagram, etc. Et à la suite de ça, donc déjà ça a reçu un accueil super cool. On sent que vraiment, l'association c'est un peu un nouvel élan, un vent frais dans le monde du handicap, parce que c'est que des personnes qui sont jeunes, dynamiques, qui vivent dans l'instant présent, quoi, et qui ont envie de littéralement faire bouger les choses pour améliorer leur quotidien. Et à la suite de ça, donc on a écrit une tribune qui aujourd'hui réunit quand même plus de 1000 signatures, donc on est assez contents. N'hésitez pas d'ailleurs à aller, on mettra le lien dans la description. Et là on est en train justement d'écrire un livre blanc aussi, parce qu'une tribune ça fait à peu près 10 pages et c'est pas du tout suffisant pour tous les messages qu'on a envie de faire passer. Et on est aussi en train, et c'est là où on va faire la transition sur les défis sportifs, on est en train de
voire pour réaliser une aventure sportive à l'île de la Réunion. On en reparlera un peu plus tard, c'est le teaser. Avant de parler de sport, tu peux nous dire justement les grands sujets que tu portes sur le handicap, l'accessibilité, la vision des personnes, etc. Bah, t'as tout dit. C'est ça. Non, c'est les plus grands défis aujourd'hui. Ouais, en fait. non, c'est faire beaucoup de sensibilisation. Moi, ce dont je rêve aujourd'hui, ce serait de retrouver la même facilité de mobilité et d'inclusion que quand j'avais 25 ans, qu'avant mon accident, de pouvoir réserver un resto hyper facilement parce que, en fait, j'aurais toutes les informations d'accessibilité sur le site internet, parce que je saurais si c'est accessible ou pas. En fait, de savoir que pour prendre, je sais pas moi, un billet pour aller voir un concert à l'opéra, et ben en fait je sais quel billet est-ce qu'il faut que j'achète et que j'ai pas 20 000 coups de téléphone à passer parce que en fait les informations ne sont absolument pas notées sur le site internet. Enfin, ça c'est des défis très accessibilité, mais il y a aussi l'accessibilité dans une manière plus globale, autre que pour les personnes en fauteuil roulant, mais sur l'éducation, d'avoir des personnes essentiellement surtout des enfants qui puissent être acceptés dans n'importe quelle école de France, de pouvoir avoir un accès aux soins et à la santé finalement comme tout le monde, d'avoir une représentation dans les médias qui soit un petit peu plus importante que, je crois que c'est 0,1%. Et aujourd'hui, de changer la mentalité et le regard des gens, parce qu'aujourd'hui tu parles fauteuil roulant, ça a peut-être un peu changé avec les Paralympiques, mais en fait, à l'époque, avant les JO, fauteuil roulant à la télé était égal à Téléthon, tu vois. Et en fait, moi, je ne me représente absolument pas comme... je ne m'identifie pas, en tout cas, au Téléthon. Alors, c'est très bien ce qu'ils font, mais en tout cas, ils biaisent, en tout cas, je trouve un peu l'image du handicap qu'on peut avoir. Alors, heureusement, il y a des films... comme un petit truc en plus, et là, comme récemment, il y a un autre film qui est sorti aussi, j'ai oublié le nom. Voilà, on essaye tant bien que mal de faire un peu bouger les lignes, et c'est aussi pour ça que le court-métrage était aussi important, parce que ça se veut pas juste un court-métrage qui dit la situation aujourd'hui en France c'est ça et c'est pas bien. En fait, de faire ça, c'est pas constructif. Et l'idée, c'est d'avoir un court-métrage qui soit tourné sur sur le ton aussi, un peu de l'humour, de dénoncer ce qui se passe, mais surtout d'apporter des solutions en disant, on est concerné, on a les solutions, et les choses ne peuvent pas se créer par des mecs qui sont dans leur bureau, des ingénieurs qui sont dans leur bureau. Alors, aussi compétents soient-ils, ils ne sont pas touchés par la situation. Oui. Et du coup, en fait, faites appel à des personnes qui sont réellement concernées. Et vous allez voir que ça peut toucher tout le monde. Donc, cette vidéo, elle s'adresse aux particuliers, mais aux entreprises aussi. Complètement. Pour embaucher des personnes en situation de handicap, etc. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ce qu'on a à dire, c'est que... aujourd'hui, c'est nous qui sommes touchés et c'est nous qui faisons tout ce travail de sensibilisation, d'essayer de faire un peu bouger les lignes, etc. Enfin, quand je dis nous, c'est nous, personnes en situation de handicap. Mais en fait, tout le monde peut se retrouver à mobilité réduite demain. Tu vois, t'as des béquilles, t'es enceinte, du coup, mine de rien, t'es aussi à mobilité réduite parce que ton ventre t'empêche, par exemple, de prendre les escaliers ou quoi que ce soit. Donc, t'es contente de trouver un ascenseur, t'es contente de trouver une rampe d'accès, t'as un vélo, t'es à mobilité réduite aussi, donc t'es content de trouver tous ces équipements-là. Donc, en fait, faire de l'accessibilité, c'est pas que pour les relous qui sont en fauteuil, c'est vraiment penser à l'avenir de tout le monde, quoi. Ouais. Du coup, c'est tous ces sujets-là que tu portes à travers les projets d'entrepreneuriat et de conseils, sensibilisation, etc. Et on arrive à une sphère très importante pour toi, parce que ton fauteuil, là, il t'a jamais empêché de faire du sport. Ouais. Bien au contraire. Tu te lances dans des défis encore plus qu'avant. Clairement. T'étais sportive déjà de base, je crois. Mais alors aujourd'hui, t'épates tout le monde, moi et tous les autres copains. Je sais pas si j'épate tout le monde, mais en tout cas, je kiffe. Tu te lances dans des défis bien... Ouais, après, je suis jamais toute seule. Clairement, je suis jamais ou rarement toute seule pour réaliser ces défis. Et c'est aussi pour ça que je me lance dedans. C'est en fait pas tant pour le défi, mais plus pour l'aventure humaine, le partage, les rencontres. C'est ce que ça représente pour toi, le sport et les défis dans lesquels tu te lances. C'est ça. Alors, j'ai effectivement des défis, mais c'est pas mon quotidien. Merci. Et même si être en fauteuil, c'est un défi au quotidien. Et non, je fais beaucoup de basket. Je joue 2 fois par semaine au basket.
J'ai tenté 3, mais avec 3, j'ai plus de vie sociale. Donc 2 fois, c'est déjà bien. Et j'essaye de sortir mon vélo quand je peux, quand j'en ai l'occasion. Et ça, c'est aussi super cool parce que le basket, c'est trop bien. T'as le côté très inclusif, où t'es nombreux, etc. Tu vois, c'est un sport collectif et c'est vraiment super cool. Le vélo, t'as aussi ce côté, en fait, on part à l'aventure. Nous, tu vois, par exemple, avec ma grande sœur et aussi ma petite sœur de temps en temps parfois, on est allé faire, par exemple, Versailles jusqu'au Mont-Saint-Michel, via la Vélocénie. Et en fait, en plus, petite histoire, j'avais pas encore d'assistance électrique sur mon vélo. Ah oui. Et du coup, je peux te dire qu'on en a bavé. Enfin, tu faisais pas 80 km par jour, quoi. Non, clairement pas. Non, on en faisait 2 fois moins. On faisait à peu près 40 km par jour et c'était déjà beaucoup. Donc moi, j'avais uniquement mon handbike et ma sœur, cette Warrior, elle avait son vélo, sa sacoche, une charrette pour les enfants, dans laquelle il y avait dedans mon fauteuil, notre tente, mon sac, enfin bref, je pense qu'elle devait au moins porter 30 kilos. Et moi, de temps en temps, je me raccrochais à elle. Enfin, vraiment, ça a été une aventure de dingue. Et donc on a fait ça. L'année suivante, on a fait du Mont-Saint-Michel jusqu'à Nantes. Pareil, toujours sans assistance électrique. Donc ça a été assez compliqué. Mais ce qu'on aimait beaucoup, c'était aller à la rencontre des gens. Parfois, le soir, on allait dormir chez eux. Tu vois, on avait repéré via des applications bien connues des cyclistes. Que justement on pouvait aller dormir à tel et tel endroit et donc on allait rencontrer les gens comme ça et enfin juste de partager, de montrer que bah oui, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap et encore plus en fauteuil qu'on doit rester cloîtré chez soi et non, et justement partir à l'aventure et à la rencontre. C'était vraiment un super moment. Tu peux nous raconter une expérience qui t'a particulièrement marqué et puis après tu nous parles des futurs projets sportifs. Oui, alors une expérience qui m'a marquée autour du vélo ou autour du marathon des sables par exemple. Par exemple, parlons du marathon des sables que tu as fait cet hiver, je crois. Ouais, en octobre l'année dernière. Et bien effectivement, donc on est parti, donc on était une dizaine d'équipes handi, donc tous en fauteuil. Et on est parti une semaine dans le désert marocain pour courir à peu près une centaine de kilomètres. Et c'était une expérience de fou. Enfin, franchement, c'était assez incroyable. Pour la petite histoire, je suis partie avec ma petite sœur et avec un gars qui était à l'époque un parfait inconnu ou presque. Et du coup, on trouvait ça... Enfin, moi, parce que en fait, je voulais une équipe mixte. Et oui, il s'avère que lui voulait participer au marathon des sables, il n'avait pas d'équipe handi. J'ai dit, moi je cherche un mec. Allez hop, ça s'est fait comme ça. Et en fait, on s'est tous les trois, enfin vraiment, ça a super bien matché, c'était super cool. L'ambiance sur le camp, en règle générale, avec les 10 autres équipes, était incroyable. Le marathon des sables, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est une course dans le désert où on a plusieurs tracés, plusieurs itinéraires. Où le premier jour, la version valide, on va dire, ils font à peu près 25 km. Le deuxième jour, c'est entre 20, 40 et 60 km. Et le dernier jour, c'est à peu près 25 km aussi. Et nous, comme c'était une première édition, le premier jour, on a fait 10 km. On était un peu déçus. On s'est dit, bon, allez, 10 km, allez, c'est bien pour une première. Et en fait, c'était pas si mal parce qu'au bout du 10e kilomètre, il a commencé à pleuvoir, mais un truc de dingue, comme on n'a jamais vu dans le désert, je pense, à créer des rivières, etc. Enfin, vraiment, c'était assez impressionnant. Et après, heureusement, on est rentré au camp, le grand soleil, on a pu faire sécher nos affaires. Et le deuxième jour, on est parti pour 18 km. Donc, c'était un peu plus que la veille. Et c'était franchement super bonne expérience. On a passé la journée quasiment les 10 équipes handi ensemble, ou presque. Et c'était vraiment un vrai moment de communion entre nous parce qu'on pouvait rouler ensemble, parce que mine de rien, les équipes, on se connaissait pas. Donc en fait, apprendre aussi à se connaître autrement que juste sur le camp et un peu plus dans l'effort, etc. C'était super cool. Le troisième jour, du coup, c'était un jour off pour tout le monde. Donc on passe sur le bivouac. Ceux qui ont couru 60 km dans le désert, c'était quand même, je pense, un peu costaud pour eux. Et ensuite, dernier jour, 25 km. Et là, on a fait les 25 km avec
vraiment toutes les autres 300 personnes et ça j'avoue que c'était quand même assez extraordinaire, tu vois, de vraiment avoir le même tracé qu'eux, de pouvoir faire la même chose qu'eux et tout. En fait, tu te rends compte que, tu te rends compte, mais parce que normalement tu le sais déjà, mais les gens sont hyper sympas, bienveillants, ils ont envie d'aider, ils sont hyper impressionnés, ça crée vraiment des discussions hyper chouettes et assez profondes avec certains, ouais. C'était une expérience de malade, vraiment proposer à des personnes en fauteuil de faire une course dans le désert, clairement le fauteuil et le sable c'est complètement antinomique, vraiment complètement mais c'est ça, et en fait, il y a des solutions, mais en fait c'est ça, c'est qu'il y a des solutions et ça dépend vraiment de la volonté des organisateurs, tu vois. Par exemple, on a regardé pour faire le semi-marathon du Sable d'Olonne ou pour faire le Marseille-Cassis, donc c'est quand même de la route, c'est quand même du béton. Et en fait, ils nous ont répondu non, c'est un peu dangereux. Attends, pardon, comment ça c'est dangereux? En fait, on se connaît, on connaît nos fauteuils, on a l'habitude de rouler. En fait, ne m'interdis pas un truc où en fait t'as même pas essayé, tu sais même pas à quoi ça ressemble, quoi. Pourquoi est-ce qu'on arrive à mettre des personnes en situation de handicap dans le désert dans des conditions qui sont quand même assez extrêmes, alors que en France, en fait, on nous l'interdit même. Alors, heureusement, c'est pas sur toutes les courses. Il y a des courses qui sont de plus en plus dans le justement l'inclusion, etc., et qui ont vraiment envie. En fait, je trouve que l'univers de la course et du trail sont vraiment des univers qui sont de plus en plus inclusifs, et encore plus le trail parce que mine de rien, c'est un sport, on va dire, assez récent. Et du coup, c'est assez chouette. Même, tu vois, par exemple, là, je suis en train de préparer un Irox aussi pour l'année prochaine. Et en fait, l'Irox, pareil, c'est un sport qui est assez récent en France. Et en fait, c'est un sport qui est hyper inclusif. Parce que y a des adaptations qui sont possibles sur tout, etc. Et vraiment, moi, je suis hyper contente de voir qu'il y a de plus en plus de structures qui se mobilisent justement pour permettre l'accueil des personnes en situation de handicap, quoi. Et les prochains projets, du coup, dans le sport, là? Oui, et du coup, avec Tiffany, on va réaliser un documentaire sportif à l'île de la Réunion. Et ce documentaire, il va s'articuler autour de plusieurs sports, dont la fameuse Diagonale des Fous. Et donc clairement, je rassure tous les auditeurs, on ne va pas faire toute la diag, parce que de un, on n'a pas la condition physique pour le faire. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des trails les plus durs du monde. C'est plus de 160 km à travers, du coup, toute l'île de la Réunion, en passant par tous les cirques, etc. Donc c'est quand même quelque chose, où on n'a vraiment pas le niveau et on en est complètement consciente. Mais en tout cas, on va le faire sur une partie avec, moi je vais commencer une partie en fauteuil, donc tant que c'est roulant, je vais rouler. Ensuite, Tiffany, elle va courir ce qu'elle peut comme elle peut, parce que Tiffany, elle a un handicap invisible. Mais en tout cas, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, on va s'arrêter, on retrouve toute l'équipe en haut dans un gîte, et le lendemain matin, on repart. Moi, je serai en Joëlette. Pour ceux qui connaissent pas la Joëlette, c'est une espèce de chaise à porteur. Donc vraiment une chaise avec 2 barres de chaque côté et une roue en dessous pour justement en fait permettre de passer dans des chemins qui sont hyper escarpés, des chemins où on passerait pas en fauteuil, quoi. Donc ça permet d'aller dans des endroits qui sont assez magnifiques et incroyables. Et moi je m'étais toujours dit en fait je ne veux pas être dans une Joëlette parce que vraiment t'es hyper passif, etc. Et je me dis bon allez, sauf si vraiment c'est pour faire quelque chose d'incroyable. Et là je me dis bon, quand même la diag ça ne se refuse pas. Donc j'accepte pour vivre cette expérience de fou. C'est fou. Et donc ça, et après on passera à la ligne d'arrivée, pareil, sur mon fauteuil, et Tiffany en courant à côté. Donc ça va être assez une expérience vraiment de dingue, je pense. Et ça, c'est possible aussi grâce à l'association Run Move et via surtout aussi Camille Coulombelle, qui est la fondatrice de la Réunion pour tous. Donc ça, pareil, si les personnes qui sont en situation de handicap qui nous écoutent et que vous avez envie d'aller à La Réunion, et vraiment contactez Camille parce que franchement tout ce qu'elle fait c'est assez incroyable, et c'est elle qui nous a mis en contact justement avec l'association Run Move pour permettre de réaliser là j'avoue ce petit rêve quand même. Et après on va faire d'autres sports. Donc ça c'est une première, donc ça c'est au mois d'octobre, et au mois de novembre normalement on devrait se positionner aussi sur la Saint-Express. Donc qui est la petite sœur de la Saint-Élion, qui est une course entre Saint-Étienne et Lyon. Et là, on va pas faire le 80 km, on va faire le 40-45 à peu près.
C'est une course c'est une course dans les pires conditions, possibles. C'est une course, c'est un trail, et ça se fait en général sur le jour de l'année où il fait le plus froid. En général, il pleut, il y a de la boue, il y a du vent. Mais je le fais parce que c'est l'aventure, et pour avoir des trucs aussi, des aventures trop cool à raconter. Là, dans ma famille, on est 5, moi je suis l'avant-dernière, et j'ai des frères et sœurs qui font plein de trucs, plein d'aventures, etc. Et je pense que clairement c'est ça qui m'a aussi beaucoup donné le goût de, en fait, juste de pas rester sur son canapé. T'en fais avec eux en plus. Exactement, ouais. Et puis en fait juste de vivre, et pas juste de survivre, quoi, de profiter pleinement de la vie et des belles choses qu'elle a à nous offrir. Trop bien, merci pour ces récits. Toutes ces expériences, qu'elles soient entrepreneuriales, sportives, etc., qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, là, ces dernières années ? C'est hyper dur. C'est marrant, la dernière fois, j'étais dans un club d'entrepreneurs où on devait faire des introspections, et je déteste les introspections. On n'aime pas, mais quand on les fait... Ouais, c'est assez bénéfique en général. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? Je pense que ça m'a appris que j'étais capable. Dans le sens où, en fait, tu pourrais dire, c'est bon maintenant, elle est en fauteuil, etc. Qu'est-ce que ça va devenir ? Enfin, quel est l'avenir, tu vois ? Et en fait, de dire, non, en fait, avec de la bonne volonté et bien entouré, t'es capable de réaliser des trucs de fou, tu vois. Par exemple, la boîte, je l'ai montée, et j'ai réussi à faire des collaborations qui étaient assez intéressantes. J'ai, créé une association avec une copine, en un rien de temps, et on a réalisé un court-métrage, et on est en train de réaliser, des aventures sportives de dingue. En fait, de se dire, bien accompagné, on peut transporter, déplacer des montagnes, et vraiment réaliser des trucs de dingue, quoi. Et sky is the limit, en fait. Ça, c'est pas des bullshit, quoi. C'est vraiment, t'as envie de faire un truc, et vas-y, qui peut t'interdire de réaliser ça, tu vois. J'allais te demander un conseil. Mais c'est ça, sky is the limit. Franchement, moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé, tu vois, j'ai fait un peu de radio, j'ai été chroniqueuse pour une émission de radio qui s'appelle Faut que ça change, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé ça. J'ai été, du coup, là, tu vois, on est en train de voir pour réaliser un documentaire, on essaye de le faire passer, de le faire produire, du coup, pour qu'il soit diffusé sur des grandes chaînes de télévision, ou même sur Netflix, ou sur Amazon Prime, etc. Enfin, vraiment, tu vois, on essaye d'actionner plein de monde de notre réseau, etc., pour permettre justement que ce documentaire soit vraiment visible du plus grand nombre, parce qu'en fait on fait pas juste un documentaire pour montrer deux meufs qui font une aventure sportive. Il y a un vrai but derrière, de sensibilisation, on parle de santé mentale, on parle du coup forcément de handicap, on va parler aussi un peu du rôle des aidants, ou en tout cas de l'entourage. Il y a un vrai rôle de sensibilisation, et d'aller dans les centres de rééducation après pour pouvoir le diffuser, de pouvoir le montrer au grand public, de dire en fait, quand on est en situation de handicap, la vie elle est pas terminée, et essayer de voir autre que le fauteuil, la canne blanche, les appareils auditifs, et vraiment vous voyez la personne et dans toutes ses capacités, quoi. J'aime bien parler de la notion du pourcentage de travail et de chance dans le parcours des gens. Mais clairement, les opportunités, il faut savoir les saisir. Il y a des questions de chance, peut-être de hasard, on appelle ça. La chance, ça se provoque. Voilà, la chance, ça se provoque. Mais il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, et c'est ce que tu as réussi, c'est ce que tu arrives à faire, j'ai l'impression. Oui, alors après, comme on dit, la chance, ça se provoque aussi, effectivement. La chance, ça se provoque, et tu vois, par exemple, j'ai aussi pas mal d'opportunités parce que je suis assez, entre guillemets, active sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur LinkedIn que sur Instagram d'ailleurs, mais allez voir, je raconte des trucs qui sont pas forcément débiles et un peu intéressants parfois. Ouais. Je confirme.
Et non, et en fait, c'est comme ça que, tu vois, j'avais réussi à trouver la Fédération française de rugby, que j'ai d'autres opportunités qui me sont proposées aussi. Et franchement, c'est hyper intéressant et super riche de pouvoir aussi apporter mon regard sur certains sujets et tout. Il faut aussi réussir à savoir fédérer aussi autour de soi. Parce que tu vois, par exemple, pour un truc tout bête, mais une aventure que j'ai fait à vélo, parce que du coup j'ai réussi. Petite victoire à faire au bout de 2 ans, à faire motoriser mon vélo, enfin mettre une assistance électrique dessus. Et en fait l'aventure que j'ai vécue après, en fait j'aurais jamais pu réussir à la faire si j'avais pas engagé des copains, mobilisés, etc. Et puis que eux étaient aussi hyper chauds à partir avec moi et qui se sont pas dit attends, non mais c'est bon, on va faire 20 km par jour avec elle. Non, on va faire plus que 20 km. Et un jour, on va le faire ensemble. Oui. On va partir ensemble. Ça, carrément. C'est un projet. Trop hâte. On va y arriver. Est-ce qu'il y a un livre, un film, un podcast ou autre Un podcast des clics et des claques. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Merci. Que tu conseilles aux auditeurs et à moi-même. Oui. En vrai, des livres, j'en ai plein. Enfin, des choses qui t'ont inspiré. Ouais. Dans ton parcours. Moi, j'ai trop aimé le livre de Marine Barneras, Rosie. Je sais pas, tu l'as lu ou pas? Je l'ai pas lu. J'ai vu le film. Moi, je te le prêterai. Le film est incroyable aussi. Et en fait, donc moi, pour la petite histoire, ce livre, je l'ai reçu d'une copine quand j'étais à l'hôpital, du coup. Et à l'époque, le livre venait de sortir. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est donc Marine, jeune étudiante en école de commerce, qui apprend qu'elle a une sclérose en plaques et qui décide un peu de tout plaquer et de partir. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'ai plus les dates exactes, mais de partir dans 3 pays. Il me semble je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 mois dans chaque pays. 1 mois en Mongolie, 1 mois pas en Inde, en Birmanie, et 1 mois dans un 3e pays. Et en fait, pour découvrir, et en Nouvelle-Zélande, il me semble. Et en fait, c'est pour découvrir son corps, son cœur et son âme, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça juste fou. Elle part sans médicaments, juste à la recherche d'elle-même, on va dire. Et en fait, ça réunit plusieurs points que j'aime beaucoup. C'est l'aventure, c'est réel. Elle nous partage vraiment ce qu'elle vit, ses rencontres, ses doutes, ses difficultés, ses joies, ses peines. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était un exemple de résilience. Super beau livre. Ouais. Donc ça, c'était vraiment... j'ai adoré. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui à des personnes qui traversent ce genre de situation pour leur donner de l'espoir? Je pense que ce serait de bien s'entourer. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de visites. Mais tu vois... je voyais des copains à côté où juste, en fait, ils avaient des copains qui venaient et juste ils regardaient un film ou... tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes discussions, juste d'être là, d'être présent pour la personne qui vit un moment qui n'est pas forcément très évident, tu vois. Et ouais, de sentir, au final c'est con, mais juste de sentir que tu as de l'importance aux yeux des autres. Et je pense que ça peut aussi te permettre de te battre encore plus, tu vois. Et je pense que si ma famille n'avait pas joué ce rôle, en fait, je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui, tu vois. Alors après, il y a aussi, je pense, dans le caractère, envie de se battre, mais j'aurais pas vécu les mêmes aventures, j'aurais pas fait la même chose et tout. Je les remercie encore. Donc ça, c'est le conseil principal, c'est de bien s'entourer. Ouais, et puis surtout de se dire que en fait, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est un peu galère, il se passe peut-être des complications dans la vie, etc. Mais demain est un autre jour et je pense que ça ne peut être on peut en retirer que du positif derrière. Pour finir, si tu pouvais changer une chose immédiatement pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, ça serait quoi? Si tu avais une baguette magique là. Ah là là. Je pense que j'enlèverais toutes les marches. Parce que, en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure en disant je suis pas handicapée, je disais un peu pour rire, mais
En fait, je dis souvent que je suis en situation de handicap et que dans ma tête, j'ai pas forcément ce truc de ah là là, elle est en fauteuil, machin. Je pense encore complètement comme une valide et parfois ça me joue un peu des tours. Parce que parfois j'oublie de me dire ah merde, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. Ça c'est pas accessible. Ah merde, j'ai oublié de regarder. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la situation qui me rend du coup handicapée. Parce que tu vois, par exemple, quand je suis chez moi, j'ai tout à niveau, tout à hauteur, et je me déplace sans aucune difficulté chez moi. Et en fait, c'est le cas quand tout est accessible, là où je vais vraiment ressentir que ouais, en fait, t'es en fauteuil, ouais. Et ça va être quand on va, tu vois, la dernière fois, je suis allée par exemple au théâtre. J'avais appelé pour savoir si le théâtre était accessible. J'ai un copain qui jouait là-bas. Et en fait, on m'avait dit, en fait, c'est pas accessible, mais par contre, si vous vous faites aider, vous pourrez monter. Sauf que quand je suis arrivée, on m'a dit, ah, mais non, c'est hors de question, par contre, vous allez pas monter, là. Donc, je dis, comment ça? Enfin, toi, et c'est là où, en fait, on te renvoie ton handicap un peu en pleine figure. Et je me dis, là, juste s'il y avait eu un ascenseur, en fait, j'aurais pu passer la soirée avec les copains et je serais allée au théâtre comme tout le monde, tu vois. Donc, un vrai travail d'information complètement. À faire, quoi. Complètement. Et en fait, tant que le monde, on va dire, ne sera pas accessible, en fait, ma vie sera, je vais pas dire un calvaire, parce qu'il faut pas abuser non plus, mais sera compliqué, quoi. Oui. Donc, En fait, chaque sortie que tu fais, chaque activité que tu vas faire, il faut tout anticiper. Réfléchir avant, il faut tout anticiper. Pour réserver les taxis aussi. Mais la charge mentale, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, le monde n'est pas accessible. Et du coup, t'as une charge mentale de dingue. Tu vois, je vais te dire un truc tout bête. La dernière fois, on rentre d'un voyage en Autriche. On arrive à l'aéroport et j'avais réservé un service de voiture qui s'appelle le PAM, qui est en fait un service qui est mis en place par la région Île-de-France et qui permet aux personnes qui sont à mobilité réduite de pouvoir utiliser cette espèce de taxi entre guillemets. Donc tu dois réserver longtemps à l'avance. T'as quasiment jamais de disponibilité. Et quand on a, c'est quand même assez exceptionnel. J'en avais eu, donc j'étais quand même très contente. Sauf que, en fait, 3 jours avant mon retour, donc j'étais encore en Autriche quand j'ai reçu ce message-là, même pas 3 jours, 2 jours, je pense, et en fait, ils m'ont annulé la voiture. Et donc, en fait, t'es en mode... et la solution bis, du coup, qu'est-ce que vous proposez? Enfin, en fait, il n'y avait pas de solution. Donc, en fait, si ils savent qu'ils ont... tu vois, qu'ils bookent beaucoup plus de personnes que de voitures, forcément, en fait, ça va pas aller, tu vois. Donc, moi, la solution, c'est, en fait, si tu sais d'avance que tu pourras pas me prendre, me prends pas, en fait. Enfin, me dis pas. Moi, je m'organise autrement. On est arrivé, il était 23h, alors j'ai la chance d'être en fauteuil manuel et du coup, de pouvoir me transférer facilement dans des voitures, de pouvoir prendre facilement, facilement, de me faire porter facilement, etc. Mais pense à quelqu'un qui est en situation de handicap avec un fauteuil électrique ou bien qui peut pas se transférer facilement. Mais purée, mais quel enfer, quoi. Et ça, t'as vraiment 0 solution de secours qui te sont proposées. Donc, rendez le monde accessible, s'il vous plaît. Merci, Caro. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter avant que l'on se quitte? Est-ce que t'avais un autre message à porter, un autre projet? Kiffez votre vie, vivez à 100%. C'est exactement ça. Enfin, moi, je me sens vraiment vivante quand je fais toutes ces aventures, etc. Enfin, vraiment, ça me galvanise vachement et je suis très... il y a des trucs qui sont tellement cool, des aventures qui sont tellement chouettes qui peuvent se passer. Et, moi, la moitié des gens que je suis sur Insta, c'est des aventuriers, c'est des gens qui font des trucs de dingue et tout. Et vraiment, je trouve ça juste dingue. Et en fait, sans être grand sportif, il y a des aventures accessibles à tous. Ah, complètement. Et puis juste de sortir, ne serait-ce qu'un week-end ou une journée, de prendre son vélo et d'aller voir un peu au dehors de juste le bout de sa rue ou quoi que ce soit. Mais c'est juste trop bien, quoi. Merci pour ces messages, bravo pour tous ces défis. Tu portes des beaux messages auprès de tout le monde, c'est beau. Mais maintenant il faut que ça porte ses fruits, tu vois. On plante des graines maintenant, il faut aussi que ça fasse son chemin. Voilà. Merci Pauline de m'avoir reçue sur ton podcast. Merci Caro. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et que Caroline vous donne envie de vous lancer dans de beaux défis
Pour suivre ses aventures, je mets les différents liens dans la description. Si vous voulez continuer à écouter de chouettes parcours qui vous donneront envie d'oser à votre tour, abonnez-vous à ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.